Chers amis, bonjour, les passions d'un Hébreu. Nous continuons ce que nous avions commencé la semaine dernière. Ce phénomène qui se développe et s'insère au sein des sociétés, à savoir vouloir gommer les différences, différences de sexe, différences de race, différences de culture, toutes les différences. Vous vous rappelez, je vous avais dit que pour comprendre ce phénomène actuel, il nous fallait faire un zoom arrière et commencer par le commencement, et je vous avais amené à rencontrer Antonio Gramsci, un des pères du marxisme post-révolution bolchevique, et nous allons continuer aujourd'hui avec l'école de Francfort. Selon la théorie de Marx, la société avance à travers les conflits entre groupes jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin son apogée où les ouvriers ou les classes exploitées gagnent et forment la dictature du prolétariat, où un corps politique réussit à exprimer son contrôle et le début de la phase du socialisme. À ce stade, la classe conquise, c'est-à-dire la classe exploiteuse, les bourgeois, comme on disait à l'époque, y compris toutes ces caractéristiques, disparaît progressivement jusqu'à ce que l'on atteigne enfin une utopie communiste dans laquelle il n'y aurait plus du tout de classe. Gramsci a fait valoir que la transition vers le socialisme devait s'accompagner d'une crise générale de l'hégémonie existante qui impliquait d'abord et avant tout l'effondrement des anciens modèles d'autorité. Mais les modèles d'autorité auxquels il faisait référence ne concernaient pas uniquement l'autorité de la classe dirigeante. Une innovation adaptée à l'Occident était nécessaire, car cela ne suffisait pas à elle seule pour révolutionner l'Europe. Gramsci vise donc, dans son écriture, à effondrer les modèles d'autorité au sens large, toutes les idéologies traditionnelles qui ont servi de pilier fondamental de la société occidentale pendant des siècles, entendez la civilisation judéo-chrétienne, ainsi que les sociétés et normes acceptées, les règles linguistiques, etc., etc. Il pensait que si cette infrastructure de base est basée sur les valeurs s'effondrait, il serait beaucoup plus facile de créer une ou plusieurs classes exploitées et de les cultiver pour prendre les rênes de la révolution en main. Comment faire cela en pratique? Gramsci a conçu une stratégie qu'il a appelée la théorie de l'hégémonie culturelle, selon laquelle, pour qu'une révolution politico-communiste ait lieu en Occident, de nouveaux intellectuels doivent être créés, ce que l'on appellera les penmen, les hommes au stylo. Des philosophes, des journalistes, des professeurs d'université et aussi des artistes qui conquerront idéologiquement les intellectuels traditionnels. Le but est que ces nouveaux intellectuels pénètrent toute l'étendue de la société, gouvernement, tribunaux, l'armée, les universités, les médias, et entreprennent un grand nombre de projets novateurs, rénovateurs, idéologico-culturels, absolument vitaux. Saper les illusions créées par les idéologies conventionnelles. Présenter, diffuser des points de vue critiques sur la réalité sociale. Présenter une vision alternative pour l'avenir, etc., etc. Tout ceci relève des propos que l'on entend chez Gramsci. Comme nous le verrons plus tard, le programme de Gramsci a non seulement mûri presque un par un de ces sujets, de ces objets, au cours des décennies à venir, mais il fait vraiment des vagues dans notre société en ce moment, mes amis. Gramsci symbolisait le début du néo-marxisme, la variante marxiste appropriée à la révolution en Occident. Et il n'était pas seul. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer ces autres théoriciens. Autres théoriciens marxistes de premier plan, dont les vues étaient quelque peu similaires à celles de Gramsci, fut George Lukács. Le Lukács hongrois est devenu célèbre pour son livre édité en 1923, Histoire et conscience de classe, dans lequel il a analysé divers aspects du marxisme. Auparavant, il était connu comme un révolutionnaire qui croyait aux mots de Marx. Rappelez-vous, la destruction révolutionnaire de la société est la seule solution aux contradictions culturelles de l'époque.
Ainsi le rapporte d'ailleurs le sociologue et philosophe franco-brésilien Michel Lowy dans son livre sur George Lukács. Lukács a soutenu que les gens de la société occidentale sont incapables de comprendre et de saisir l'idéologie marxiste parce qu'ils sont pleins d'idées traditionnelles communes aux chrétiens et aux juifs, liées à l'idée que l'homme a une âme et qu'il y a un Dieu. Pour créer une nouvelle société, il faut détruire les institutions existantes et les croyances que les gens ont en la société actuelle. Avec d'autres intellectuels marxistes en Allemagne, dont Max Horkheimer et Friedrich Pollock, il a dirigé la création de l'Institut de recherche sociale à l'Université de Francfort en 1923, une alternative à l'Institut du marxisme, qui a été initialement choisi mais rejeté parce qu'il était aussi provocateur. Il est considéré comme le chercheur de premier plan mondial de cet institut, je parle de Lukács toujours, dont les membres ont plus tard été appelés, ça c'est une dénomination beaucoup plus connue, l'école de Francfort. Leur objectif était d'examiner et de critiquer les différentes sphères de la société, politique, économique, sociale, culturelle, tout en se référant à leurs liens avec la religion, le marché libre, les différences de classe et tout ce qui est considéré comme des idées fausses à leurs yeux. Au début, ils l'ont fait depuis l'université de Francfort, mais après la montée du nazisme, ils ont immigré aux États-Unis et y ont continué leur travail. De leurs travaux critiques est né le concept de théorie critique, qui, comme son nom l'indique, une série d'essais critiques sur des penseurs tels que Schopenhauer, Kant, Hegel et Nietzsche et sur diverses traditions philosophiques. Les théoriciens marxistes ont abordé toutes les matières et jamais délaissé un seul sujet. Ils ont remis en cause, remis en question. Cela fut leur fer de lance. Ils ont piétiné subtilement des éléments clés de la culture occidentale, notamment le christianisme, le capitalisme, l'autorité, la famille, la hiérarchie, la tradition et les convenances sexuelles, le patriotisme et le conservatisme. L'école de Francfort était la première vague d'intellectuels critiques, selon le programme de Gramsci. Vous voyez la suite logique. C'était une vague très philosophique, composée de penseurs élitistes, qui combinaient la critique de manière sophistiquée et parfois subtile, aux côtés de penseurs extrémistes qui ont provoqué et qui provoqueront une véritable révolution. Quiconque lit aujourd'hui Théodore Adorno, Erich Fromm ou d'autres penseurs qui sont apparus dans les premières années de l'école de Francfort peut parfois avoir du mal à remarquer leur critique ou à penser tout simplement que c'est une critique modérée et à s'interroger sur son impact. Fromm, Erich Fromm, par exemple, le célèbre livre qu'il a écrit sur l'art d'aimer, était un psychanalyste, philosophe juif allemand. L'autre ouvrage qu'il a écrit, Escape from Freedom, sur les conséquences psychologiques de notre désir d'être libre. Un problème, je vous l'accorde, parfaitement légitime, mais dans ses remarques, il a subtilement incorporé une interprétation critique de l'autorité représentée par l'Église ou la religion dans la société. Erich Fromm a expliqué que l'homme n'a pas commis de péché quand il a violé l'ordonnance divine et que l'homme a mangé du fruit défendu. Du point de vue de l'Église, qui représente l'autorité, c'est fondamentalement un péché, dit-il. Du point de vue de l'homme, cependant, c'est le début de la liberté humaine, rajoute-t-il. Agir contre les instructions de Dieu signifie se libérer de la coercition et passer de l'existence inconsciente de la vie préhumaine à ce niveau de l'homme. La désobéissance, en tant qu'acte de liberté, est le début de la raison. Erich Fromm, fin de citation. Ce dernier a critiqué, mais on ne savait pas quel était son impact. Un autre bonhomme, Wilhelm Reich, d'un autre côté, un psychiatre et écrivain juif autrichien, dont les œuvres traitaient de la sexualité étaient plus que Fromm, plus extrêmes, brutales et influents. Reich a critiqué les interdits sexuels qui caractérisaient la société traditionnelle en Occident. Il croyait, comme son professeur, Sigmund Freud,
que la source de nombreux troubles mentaux était la sexualité refoulée à un jeune âge. Mais contrairement à Freud, Reich a écrit que la raison de la répression de la sexualité a à voir avec la morale bourgeoise et les structures socio-économiques que la société a créées. Reich n'a pas seulement choisi la sexualité comme sujet de son travail. Dans son autobiographie « Passion of Youth », les passions de jeunesse, il partage dans les premières pages des sentiments érotiques extrêmes qui l'ont inondé lorsqu'il était un garçon de 4 ans et demi. Reich rêvait d'avoir des relations sexuelles avec tout le monde, de sa babysitter à sa propre mère et à un moment donné même aux animaux de la ferme chez lui. Son œuvre la plus célèbre, The Sexual Revolution, lui a valu le titre de père de la révolution sexuelle, des décennies plus tard, dans un fameux article du magazine The New Yorker. Son travail a été diffusé et lu par beaucoup pendant la révolution sexuelle des années 60 aux États-Unis. Ainsi, Reich a contribué à saper l'idée de pudeur qui caractérisait alors la plupart des sociétés occidentales. Peut-être le plus extrême et le plus influent de l'école de Francfort marxiste, dont la pensée se fait encore sentir de nos jours. Mais il n'est pas seul. Rajoutons à cela M. Herbert Marcuse, qui a enseigné à de nombreux étudiants à l'université de San Diego, en Californie, aussi pendant les années 60. Dans son livre de 1964, One Dimensional Man, l'homme unidimensionnel, Herbert Marcuse, philosophe allemand de l'école de Francfort, à laquelle a également appartenu, sachez-le, Habermas, c'est une œuvre militante qui critique le devenir des sociétés modernes, dont le capitalisme et la démocratie libérale sont les traits majeurs. La thèse de Marcuse est que la société moderne n'est qu'un artefact de liberté, d'autant plus pernicieux qu'elle se fait passer pour un régime de liberté. Les sociétés modernes sont des sociétés closes qui intègrent toutes les dimensions de l'existence humaine, privée et publique. La démocratie des sociétés occidentales est ainsi, selon Marcuse, le meilleur régime de domination. La filiation marxiste de cette critique est assez évidente pour ne pas la souligner, c'était une parenthèse. La démocratie, sous l'apparence de la liberté d'expression, étouffe les forces révolutionnaires par de nouvelles formes de contrôle total. La protestation devient ainsi vaine, puisque la société est non explosive, puisque la pensée est à la merci des pouvoirs. Marcuse semble ainsi regretter le XIXe siècle, société fondée sur l'antagonisme de classe, prolétariat contre bourgeoisie, société civile contre État. Le XXe siècle se caractérise ainsi par une politique d'intégration croissante des masses autrefois ostensiblement exclues. Aujourd'hui, elles ont été intégrées au système pour le protéger. La puissance de la critique de Marcuse est indéniable. Les démocraties seraient, selon lui, des régimes autoritaires qui ne disent pas leur nom. C'est bien la disparition de la pensée dans la réalité matérielle qui est le centre de préoccupation des intellectuels d'aujourd'hui. Le mérite de Marcuse, et je terminerai avec cela pour aujourd'hui, est de nous rappeler cette vérité. Penser, c'est nier. Je vous laisse certainement pantois si ce n'est quoi, perplexe d'autant plus dans les complexités de l'évolution de nos mœurs, de cette civilisation judéo-chrétienne en perte et décadence, et on se retrouve la semaine prochaine. Shalom, shalom.